L'immobilier possède une caractéristique bien spécifique. C'est cet élément qui le sépare de toutes les autres classes d'actifs. Et réellement, aucun autre investissement ne lui ressemble à cet égard. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont pu bâtir des patrimoines énormes grâce à l'immobilier. Cette caractéristique, c'est évidemment que l'immobilier est le seul investissement que l'on peut financer à crédit. Vous achetez un bien immobilier avec l'argent de la banque. Vous n'avez pas mis grand-chose sur la table. Et ce bien, dès que vous l'achetez, alors que vous l'avez acheté avec l'argent des autres, l'argent de la banque, il vous ramène directement des revenus. Et quand on y pense, c'est vrai que c'est un peu fou quand même, le crédit immobilier. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Julien et sur cette chaîne, j'aide les cadres et les CSP+, à investir dans l'immobilier. Si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Du coup, on pourrait tenter de dire qu'il convient d'exploiter au maximum cette opportunité formidable du crédit. Et donc, on ne ferait aucun apport, on emprunte toute la somme. À savoir le bien, les frais de notaire, les frais bancaires et les travaux. L'emprunteur ne met aucun euro sur la table et du coup, l'effet de levier est maximum, il est limité. Tu lèves 100, 200, 300 cas sans avoir rien mis au départ. C'est ce qu'on appelle le financement à 110% et c'est vrai que c'est plutôt séduisant comme stratégie. Et c'est pas pour rien que beaucoup d'investisseurs considèrent ce type de financement à 110% comme le Graal à atteindre. Si tu fais une recherche rapide sur YouTube, tu verras des dizaines de personnes qui t'expliquent comment atteindre ce financement total tellement désiré. Et pour le coup, j'aimerais émettre un avis différent ici. L'immobilier, c'est un excellent levier pour se créer un patrimoine quand on a peu d'argent. Pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus et une surface financière importante, emprunter à 110%, c'est non seulement souhaitable, mais c'est surtout vital. Si la banque demande un apport, c'est difficile pour eux. Et c'est la raison pour laquelle on a sur YouTube toutes ces personnes qui parlent de financement à 110, puisque leur public cible, c'est justement très majoritairement les personnes qui ont des jobs pas très bien payés, qui n'ont pas forcément choisi, ce sont des choix par défaut, et qui voient dans l'immobilier un moyen de s'affranchir de ce carcan. En revanche, sur cette chaîne ici, de par son orientation, vous n'avez pas du tout le même profil sociologique et professionnel. Vous êtes majoritairement cadre, profession libérale, au global CSP+, vous êtes fortement diplômé, vous avez des revenus qui sont supérieurs à la moyenne et une surface financière significative. Et justement, dans votre situation financière à 110%, ce n'est pas forcément la solution idéale et c'est même en fait souvent contre-productif. D'abord, ce n'est pas vital pour vous de financer à 110 puisque si la banque vous demande de mettre un apport, vous pouvez le faire, vous avez les ressources. C'est déjà une bonne nouvelle, vous êtes libre d'en mettre un ou de ne pas en mettre. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui pourrait orienter votre choix? Pour répondre à cette question, prenons un peu d'auteur et rappelons-nous que l'argent qu'on emprunte évidemment à la banque n'est pas gratuit. Il a un coût matérialisé par le taux d'intérêt, qui d'ailleurs, comme vous le savez, a fortement augmenté depuis T2 2022. L'argent n'est pas aussi bon marché aujourd'hui qu'il l'était en 22. Précisément, à l'époque des taux à 1%, emprunter sans apport, quelle que soit votre situation, c'était quasiment toujours pertinent. Quand l'argent est quasi gratuit, autant ne pas se priver et garder nos liquidités. En revanche, quand le coût de l'argent est à 3 ou 4%, la question qu'il convient de se poser, c'est quel est le taux de rémunération actuel de votre épargne? Si ce taux de rémunération est inférieur au taux d'intérêt que vous facture la banque, alors il peut être pertinent de mobiliser ces fonds en apport. Par exemple, si vous avez 50 000 euros sur un fonds euro exceptionnel avec un rendement incroyable de 2,5%, mais qu'en face, la banque vous facture 4% pour votre projet immobilier, autant sortir du fonds euro et utiliser cet argent pour faire un apport. Vous gagnez le delta entre les 2,5 et les 4 de 1,5 points. De manière générale, toute épargne qui est rémunérée en deçà de l'intérêt proposé par la banque pourrait être utilisée en apport. Outre le fait que financièrement parlant, c'est plus pertinent, c'est ce qu'on vient de voir, il y a également le fait qu'en mettant un gros apport, tu empruntes moins et donc tu contiens ton taux d'endettement. Aussi, ta mensualité est plus faible, donc tu as plus de cash flow. Et enfin, en mettant un gros apport, la banque voit ça d'un meilleur œil et elle est plus à même de te financer. Si tu finances à 110% alors que tu as de l'épargne mal rémunérée à côté, tu es malheureusement perdant sur tous ces plans. Évidemment, je ne dis pas que tu dois mobiliser toute ton épargne pour faire cet apport. Garde-en bien sûr de côté et à mesure que ton patrimoine augmente, garde-en de plus en plus pour prévenir d'éventuels problèmes. Mais attention, vraiment, gros panneau danger triangulaire rouge plus sur l'argent qui dort et qui ne fait rien. Mon propos ici, c'était vraiment de rappeler qu'il ne faut pas être dogmatique sur la question de l'apport. La décision est à prendre à la maille de la situation individuelle de l'emprunteur. Et selon votre profil, ça peut clairement avoir du sens de mettre l'argent sur la table. Je te rappelle que tu peux télécharger le template dossier de financement que je te recommande pour maximiser tes chances d'obtenir ton crédit auprès de la banque. Tu as le lien en description et en premier commentaire épinglé. Je te souhaite une excellente, une magnifique semaine. À plus, ciao ciao.